la question n'est pas de savoir si nous devons être avec la Russie ou contre la Russie, mais comment être avec la Russie. Que dirait la Russie si aujourd'hui nous donnions, par exemple, nous vendions des armes à la Tchétchénie? Si la Russie vend des armes à l'Azerbaïdjan, nous devrions pouvoir vendre aussi, acheter à d'autres, acheter et voir pourquoi pas vendre des armes à la Tchétchénie. Mais l'exemple de la Tchétchénie est très typique parce que la figure du Tchétchène en Russie est une figure de terroriste ou à l'Ukraine. Donc voilà, la question c'est de reconsidérer les relations avec la Russie. Deux autres exemples de la pression de la Russie sur l'Arménie et des leviers de pression de la Russie sur l'Arménie. C'est le gazoduc qui vient d'Iran et qui, sous la pression de la Russie, a changé de diamètre en Arménie. Donc je ne connais pas les mesures, ce n'est pas la question. Le diamètre se rétrécit à partir du moment, et ça se fait sous la pression de la Russie, le diamètre se rétrécit à partir du moment où le gazoduc arrive sur le territoire arménien. Le troisième exemple, c'est aussi le chemin de fer entre l'Iran et l'Arménie qui a échoué sous la pression de la Russie. Ce qui nous amène à considérer, à penser que le pouvoir en Arménie aujourd'hui est un pouvoir colonial qui est là pour exécuter d'une part des ordres, mais pour servir d'autres intérêts que les intérêts propres de l'Arménie. La question de la base militaire russe en Arménie qui était considérée jusque-là par les Arméniens comme une base qui était censée défendre le territoire arménien contre des incursions, contre des attaques des voisins, notamment de la Turquie. Eh bien, après les événements de Gümri, après l'assassinat de cette famille entière, jusqu'au bébé, de la famille arménienne de Gümri, le président n'a pas déclaré même un deuil national, il n'a pas réagi. Et il a fallu que la population marche vers la base militaire pour que la presse et les centres d'études russes commencent à dire que cette base c'était très important pour les intérêts de la Russie et que cette base avait des fonctions qui étaient au-delà du territoire arménien. Ce n'était pas le territoire arménien qui était visé, mais que c'était une base à partir de laquelle la Russie pouvait régler des problèmes dans les airs, des problèmes de l'aviation jusqu'au territoire de l'Égypte. Donc, il n'est pas question, encore une fois, donc, de couper quoi que ce soit de relations, mais il est possible aujourd'hui de discuter d'égal à égal. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme, parce que d'égal à égal, c'est un peu difficile, mais avec dignité, avec la dignité, avec la Russie, discuter avec l'Iran, discuter avec les pays arabes, les pays musulmans, et avoir une politique qui est fondée sur les intérêts nationaux pour objectif et moyen aussi, c'est de libérer les esprits, c'est-à-dire libérer la conscience des gens qui sont aujourd'hui dans une situation de soumission par rapport à cette pensée, j'allais dire, unique en Arménie qui date de l'époque soviétique, peut-être de l'époque d'avant, c'est-à-dire que nous avons besoin des Russes pour exister. Donc il faut monter au-dessus de cette... dépasser cette réflexion. Quel est le sens du slogan « Le centenaire sans le régime » ? Est-ce que vous voulez que la population fasse une révolution ? Nous nous joindrons à notre peuple le 24 avril pour commémorer le centenaire du génocide. Et pour nous, le génocide n'est pas la commémoration de la douleur, ce n'est pas une commémoration de douleur, ce n'est pas un jour de douleur. Et donc, il ne s'agit pas
il ne s'agit pas de se victimiser et de se voir uniquement comme des victimes. Il faut que le centenaire soit l'occasion pour montrer l'esprit de résistance des Arméniens, parce que là où il y a eu les circonstances conséquentes, les Arméniens ont résisté à la déportation. Et cet esprit-là qui a donné naissance à la Première République, cet esprit-là que le régime bolchevique soviétique a voulu ôter de la population, c'est cet esprit-là qu'il faut réintégrer aujourd'hui, que nous réintégrions aujourd'hui. Pour nous, ce sera une journée, en tout cas le centenaire sera l'occasion pour demander la justice internationale, mais la justice internationale sans la justice intérieure, c'est-à-dire la justice dans la République arménienne, n'a pas de sens. Il faut que les deux aillent ensemble. Nous ne faisons pas de révolution, nous demandons simplement à ce que la population, nous appelons à la désobéissance civile, et c'est un droit qui est assuré, qui est garanti par la Constitution. C'est sans heurts que nous voulons qu'il y ait, que la population d'Arménie prône le changement de ce régime. Eh bien, pourquoi le 24 avril? Peut-être que ce sera après, peut-être que ce sera avant. Nous ne savons pas, mais le jour, la journée du 24 avril est propice parce qu'il y aura énormément d'Arméniens de la diaspora et énormément d'étrangers, de non-Arméniens aussi, qui seront en Arménie, et les caméras du monde entier seront braquées sur l'Arménie. Et si ce jour, ce régime décide de réprimer dans le sang des manifestants qui le feront pacifiquement, eh bien, ce sera peut-être légitime, dit-il, pour la population de faire face à une répression de manière conséquente. Hilda a oublié une chose. Pourquoi le 24 avril? Kadregin, il a dit, parce que les autres jours, n'importe quel jour, les polices peuvent très bien interdire l'accès à Yerevan, alors que le 24 avril, ils ne peuvent pas le faire. C'est une des raisons pour lesquelles le 24 avril est choisi. Donc, compte tenu du contexte, pour quelles raisons, qu'est-ce qui empêche l'Arménie de rendre quelques territoires à l'Azerbaïdjan aujourd'hui? Ես նախ ուզում եմ սկսել նրանից, որ 20 տարվա բացասական աշխատանքի շնորհիվ այնքան է այս հարցը տարածվել, որ մենք արդեն ինքներս ենք կրկնում, ասում ենք Արցախ Հայաստան։ Ուրեմն կա Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն։ Այս երկուսը Հայաստան են։ Արցախ Հայաստան հարաբերություն չկա։ Կա Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն։ Մենք պիտի շատ լավ գիտակցենք, որ սա Հայաստան է, ամբողջությամբ Հայաստան է։ Մեկ, երկրորդը, ուրեմն այո, սեպտեմբեր 3-ից հետո եւ հունվարի 1-ից այս տարվա սկսյալ Հայաստանը Ղազախստանի հետ ավելի մոտ է որպես միություն, քան Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Շատ ցավով պիտի նշեմ։ Մենք հայտնվել ենք ծուղակի մեջ, ծուղակ, որից պետք է օր առաջ ազատվել։ Ինչպես որ մերելացիներ ուրեմն խորհրդային միությունից հետո ծնված միությունը, որը համագործակցություն էր, չէ՞ կոչվում, դա մերելացին կազմակերպություն էր։ Եվրասիական միությունը նույնպես մերելացին է, բայց երբ որ Հայաստանը սկսում է քաղաքական առումով չճանաչել Արցախը որպես իր շահերի տեղ, այդտեղ սկսվում է մի նոր վտանգ։ Վտանգը այն է, որ Արցախը վաղը կարող է Արցախի ղեկավարությունը, որը բացարձակապես տեսանք, որ ինչպիսի պատնեշ է սարքում, հա, սահմանի վրա չինական,
հայտարարի, որ ինքը նոր զորքեր է ուզում բերել։ Այդ զորքերը կարող են լինել Ռուսաստանի զորքեր, Արևմուտքի զորքեր, Իրանի զորքեր, որևիցե զորքեր։ Մենք չգիտենք, թե ոչ ժողովրդավարական պետության որոշումը ինչ կլինի, որտեղ կարող է կաշառվի մարդը, կարող են գնել իրեն, կարող է դավաճան լինի վերջապես։ Առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու կարող են զորքեր պահանջեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զորքերը դուրս գան եւ ուրիշ զորքեր գան։ Դրանից հետո մենք ոչինչ չենք կարող անել, որտեղ մենք չենք ճանաչել այդ հանրապետությունը, մենք չունենք առհասարակ քաղաքականություն, թե ինչ ենք ուզում անել այդ տարածքի հետ։ Չունենք, Հայաստանը ասում է, որ այս ինչ որ տեղի ունեցավ, 1 ամիս է անցել, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է իր քաղաքացիների քրեական գործ հարուցի, չէ՞, բայց որտեղ այդ երկիրը իր համար բան է, ճանաչված երկիր չի, այդտեղ դատարաններին չի կարող մոտենալ։ Հասկանում եք, ամենատարրական հարցը չի կարող լուծել։ Մենք լրջագույն խնդրի առաջ ենք կանգնած եւ տարիներ շարունակ սա ստվերվել է, հիմա բացահայտ է դառնում, որտեղ մենք մտել ենք Եվրազիական միություն եւ վաղը ավելի ու ավելի հեռանում ենք իրարից։ Սա շատ վտանգավոր վիճակ է։ Երկու, այսպես ասած, շրջան հանձնելու կամ չհանձնելու խնդիր չկա, որովհետեւ պաշտպանական գիծը, որը Արցախի շուրջը ստեղծված է, սա միասնական պաշտպանական գիծ է։ Ռազմաքաղաքական իմաստով մենք չենք կարող ավերել այդ գիծը երկու շրջան տալով ամբողջ պաշտպանությունը խախտվում է։ Մենք այդքան զորք չունենք, այդքան բնակչություն չունենք եւ այդքան զենք չունենք, որպեսզի կարողանանք ստեղծված ռազմաքաղաքական հավասարությունը մեր ձեռքով քանդել։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ անպայման նշել, որ վճռական մենակի հոգեբանությանը մենք պիտի վերադառնանք, ինչպես Սարդարաբադում։ Ոչ թե հույս ունենանք, որ մեր երաշխիքը, մեր որևիցե երկիր երաշխիք կտա մեզ եւ գնալ այդ երաշխիքների հետևից, այլ քանի մեր զորքն է այնտեղ սահմանների վրա, Իրանի եւ Ադրբեջանի սահմանների վրա, մենք ենք որոշողը լինելու։ Անկախ միջազգային իրավունքի որոշումներից, բայց եթե դա կորցրեցինք, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ։ Je voudrais revenir sur le rôle de l'armée. Galekine donc a précisé que ce qu'il visait, c'était une révolution pacifique, un changement, une transition pacifique. Et moi, je reste quand même sur l'idée que je ne vois pas comment ça peut advenir pacifiquement. Est-ce que l'armée, qui est une vraie force en Arménie, pourrait avoir un rôle de reset, en quelque sorte, qui aurait dégagé les gens qui sont actuellement au pouvoir, prendre, ce sera un coup d'État, prendre le pouvoir temporairement et le remettre à des instances plus démocratiques. Est-ce que c'est possible, envisageable? Est-ce que c'est ça que vise le mouvement, le pré-parlement, qu'il imagine? C'est que dans un régime semi-dictatorial que nous trouvons aujourd'hui, le passage à un régime démocratique ne peut pas se faire d'un seul trait, et qu'il faut en tout cas une étape passagère. Et je ne vous cache pas que nous, dans nos entretiens avec l'armée, avec le ministre de la Défense, avec d'autres officiers de l'armée, nous abordons ce sujet, que l'armée puisse prendre le pouvoir pour transmettre ensuite, lors d'élections extraordinaires, à un pouvoir démocratique. Un pays comme l'Arménie, dans un pays comme l'Arménie, comme partout, il y a des risques. Et donc nous sommes conscients des risques existants. C'est que le 24 avril pourrait être un jour de passage, de transfert de pouvoir sans secousse. Ça pourrait être justement un jour propice pour que le transfert se fasse de manière plus, j'allais dire, paisible et sans trop de secousses. En revanche, donc, quand on parle du génocide, le génocide n'a pas 100 ans, le génocide est à 15 heures de chez nous, dit-il. C'est à 15 heures de notre frontière. Allez voir ce qui se passe en Irak vis-à-vis des Yézidis, vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Le génocide a lieu aujourd'hui, et donc ne regardons pas seulement le passé, mais regardons aussi l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres forces politiques qui partagent cette idée du centenaire sans le régime? Donc la question c'était de savoir s'il y en avait d'autres forces qui veulent se joindre à
pour le 24 avril, enfin pour un changement de régime. Donc il y a deux catégories de gens. Il y a des neutres qui ne s'opposent pas et d'autres qui sont opposés. Donc ceux qui ne s'opposent pas veulent laisser la responsabilité. En fait, il y a très peu de gens, c'est ce qu'il voulait dire. Il n'y a pratiquement personne d'autre aujourd'hui. Mais le rôle que veut assumer Ilmati Khoftara, c'est le rôle de présure pour faire du yaourt. Et c'est le rôle d'une amorce. Voilà. Donc je commençais un mouvement, comme ça a été le cas pour la libération de l'Artsakh, c'était l'affaire d'une dizaine de personnes. Et c'est eux qui ont transformé, si vous voulez, la région autonome du Rarapa en république indépendante. En tout cas, l'indépendance du Rarapa a été assumée par ça, par peu de gens. La base russe, si jamais ça se produit, elle est neutre, elle est agissante, elle est quoi dans cette configuration? 5000 soldats russes qui sont en Arménie, donc qui sont plus formés pour mener une guerre traditionnelle, classique, plutôt qu'une guerre civile de combat de rue, etc. Et ces forces ne sont pas des forces qui rentrent en ville. Une seule fois, c'est arrivé que des tanks de l'armée russe rentrent dans une ville, ça a été à Grozny, et la population a totalement liquidé cette force armée russe. Et encore une fois, nous ne sommes pas contre la Russie, nous ne sommes pas une force anti-russe. Non seulement nous sommes contre l'entrée de l'Arménie dans l'Union douanière eurasiatique, mais nous sommes aussi l'entrée de l'Arménie en Europe. Pour nous, le modèle adéquat, c'est le modèle de la Finlande. D'une part, s'il y avait un programme politique de l'opposition, et quel était ce programme politique. Ensuite, le gouvernement, enfin l'État, repose sur le pilier de l'armée, de la police, de la justice, de l'administration fiscale et des apparatchiks. Est-ce que l'armée sera neutre? Je pense que j'avais lu que l'armée n'interviendrait pas s'il y avait des manifestations civiles. Donc ce ferait qu'il ne resterait que 4 ou 5 piliers à combattre. D'autre part, il y a le système des apparatchiks. Alors le système des apparatchiks repose sur l'importation de produits et sur, je dirais, la connivence des autorités concernant la législation pour qu'ils puissent payer moins de taxes et qu'ils puissent avoir le monopole tout en écrasant la compétition. Juste un exemple, j'étais en Arménie en décembre et j'ai eu l'occasion de parler avec un chauffeur de taxi qui revenait de Gyumri et qui faisait des trajets avec la Géorgie. Il me disait que le prix du beurre dans les épiceries en Géorgie, à la frontière, était de 1400 crams. Et en Arménie, on peut constater que le prix du beurre de Nouvelle-Zélande, le même, coûtait de 1800 à 3000 crams. Ce qui fait que le prix au détail. Donc ce qui ferait que si on considère que le prix du beurre serait c'est un exemple, à 700 grammes, vendu 1400 grammes en Géorgie, ce même prix du beurre est vendu 4 fois plus cher en Arménie. Ce qui fait que la population arménienne... Donc vous savez qu'il y a un système de monopole en Arménie et le monopole est accordé, les monopoles sont accordés par le pouvoir politique. Même le pouvoir politique est sur le mode du monopole. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Gagik Tsarukyan, qui est un grand oligarque, il n'a pas un petit business, il n'a pas une petite affaire. C'est quelqu'un qui est qui a la deuxième puissance économique du pays. En un jour, le président a déclaré que ses affaires allaient être inspectées parce qu'il aurait entendu dire que Gagik Tsarukyan trichait et qu'il y avait des irrégularités et des illégalités dans sa gestion des entreprises. Donc vous voyez que
le domaine économique n'est pas là où on peut agir. Parce que c'est soumis aux politiques et à l'arbitraire. Et c'est comme les élections. On ne peut pas changer les choses avec des élections en Arménie parce qu'ils possèdent, par exemple, les signatures d'1 million de personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas là, qui sont dans le pays. Vous pouvez mobiliser ce que vous voulez dans le pays, vous ne pourrez pas gagner les élections parce que ce ne sont pas des élections réelles, démocratiques. Donc cela fait 3 ans que nous organisons des auditions publiques, des auditions avec des spécialistes, avec des experts d'Arménie, de la diaspora, de l'étranger. Et ces études, ces examens se font sur 10 axes différents, la politique étrangère, la défense intérieure du pays, voilà, l'économie, etc. Donc, nous n'avons pas le temps ici aujourd'hui d'expliciter toutes ces orientations qui sont étudiées. Il y a un programme à la suite de ces études, de ces auditions, il y a un programme de 150 pages qui sont formées et qui peuvent donner une idée du programme que nous proposons pour sortir le pays de cette situation. Donc il a parlé aussi de révélation. Il y a une dizaine de familles qui détiennent tout le pouvoir économique, la richesse, une bonne partie de la richesse du pays. Il faut, dit-il, qu'il y ait des révélations, qu'on demande des comptes à ces familles pour savoir comment ces fortunes ont été constituées et comment la population doit agir à partir de là pour que l'émigration cesse, pour que le pays puisse vivre la vie démocratique normale d'un pays en progrès. Qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée, de cet après-midi, par rapport au débat, par rapport à la conférence? Écoutez, c'est très intéressant. On a abordé des thèmes essentiels sur les problématiques en Arménie. Sur la possibilité effectivement de changement et surtout ce qui est le